bonjour. Bonjour et bonjour à tous les citoyens qui nous regardent en ce moment. Alors, vous êtes le secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun. Et il y a quelques jours, vous avez lancé une nouvelle offre. A priori, quel est le contenu de cette nouvelle offre? D'abord, il faut préciser que cette nouvelle offre qui vient point nommé dans un contexte précis, à 3 mois de la convocation du corps électoral, n'est pas une initiative de Hilaire Kanga, personnellement. C'est une initiative d'un certain nombre de citoyens qui, dans la suite des réflexions menées antérieurement, estiment qu'il est important aujourd'hui de donner une chance pour la victoire du peuple en octobre prochain. Après avoir analysé la situation au Cameroun, au regard du système électoral ambiant, des acteurs en présence, des dynamiques aussi en présence, nous sommes arrivés à la conclusion sur laquelle aucune force politique prise individuellement ou alors prise sectoriellement n'est en mesure de se voir déclarée élue en octobre 2025 aux sorties de l'élection présidentielle. La dynamique, à l'initiative dynamique, il y a un certain nombre d'acteurs dont les spécialités sont plurielles, parmi lesquels des experts électoraux seniors, parmi lesquels moi-même. Et donc on a fait une analyse sérieuse, d'abord du système électoral, de l'histoire électorale, de l'historicité des élections au Cameroun et des regroupements au Cameroun, pour en arriver à cette conclusion-là, que personne, aucun leader, quel que soit son niveau de charisme, aucune force politique, quelle qu'elle soit, ne peut individuellement arriver à pouvoir, peut-être pas battre, mais se voir déclaré élu en 2025. Ceci au regard d'abord d'un premier facteur fondamental qui est la fragmentation de la société camerounaise. Ce n'est pas une nouveauté, mais elle s'est densifiée, cette fragmentation. Qu'est-ce que la fragmentation, que ce soit au niveau ethnique, que ce soit au niveau régional, au niveau linguistique, au niveau même tribal, si vous voulez, ou même simplement selon d'autres types religieux. Voilà. Donc cette fragmentation est aujourd'hui désormais assumée. Assumée par les acteurs. Elle a été voulue par le pouvoir, mais elle est pratiquement assumée en termes de conséquences d'une situation qui était exogène, mais qui aujourd'hui se trouve être endogène. Ça veut dire, pour illustrer d'une certaine manière, nous trouvons qu'il est légitime pour les nordistes, par exemple, de se retrouver dans leur mouvement 10 millions de nordistes. Lorsque Guiba et ses amis créaient ça, peut-être il n'y avait pas cette dynamique assumée de la fragmentation ou d'un regard régionaliste de la scène politique. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Quand vous allez dans les tréfonds du Grand Nord, vous trouvez que des citoyens se reconnaissent en ce mouvement. Donc il est légitime pour les nordistes de penser qu'il est temps aujourd'hui pour eux de récupérer le pouvoir. Pour moi, c'est légitime. Des communautés ethniques sont retrouvées comme la cible, parce que le pouvoir, dans sa logique de conservation du pouvoir néocolonial de Yaoundé, a ciblé certaines communautés comme étant la cible à battre, créant par là une dynamique d'exacerbation du tribalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des acteurs, des plénipotentiaires dans les médias, dans le gouvernement, dans d'autres circuits de pouvoir, qui amplifient cette dynamique de xénophobie à l'endroit des certain nombre de communautés. Il est donc légitime, par exemple, aujourd'hui, que les Bamileke, qui sont au premier rang de cette cible voulue par le pouvoir, estiment que c'est leur moment de prendre le pouvoir. Il est normal que les Fambeti, pour une bonne partie, qui ont été instrumentalisés et qui estiment que peut-être des Bamileke ou les autres communautés seraient leurs adversaires, se rétrécissent dans une dynamique d'introspection, de rétrospection, si vous voulez. Ils rentrent sur eux-mêmes pour dire, tant qu'à faire, il vaut mieux peut-être qu'on conserve les acquis. Donc un retour sur soi, pour conserver le pouvoir, s'avère être une réalité. Et c'est légitime de se réfugier lorsqu'on sent une menace. C'est tout aussi légitime que les anglophones aujourd'hui estiment que si depuis 2016, M. Biya n'a pas résolu la crise, parce qu'il trouve des straporteurs, il est peut-être intéressant qu'un anglophone prenne la tête du pays pour qu'ils trouvent leur solution. À la limite, je pourrais ressortir un certain nombre d'éléments comme ceci toute la journée pour montrer la fragmentation sociétale dans laquelle on est. Il est normal que les Bassa aujourd'hui, comme je le disais encore dans un autre cadre, puissent estimer que Oumioubé n'a pas pu prendre le pouvoir. Après, on a instrumentalisé l'UPC dans les autres régions. Il est peut-être temps aujourd'hui que peut-être un Bassa prenne le pouvoir.
Donc c'est pour ça qu'il, pour une bonne partie, se recroqueville derrière un candidat qui est en course aujourd'hui. C'est une réalité, c'est une ambition légitime de ces régions-là. On peut voir comme ça de part et d'autre. Donc il y a une fragmentation sociétale réelle qui se traduit aussi par un alignement anticipé sur des leaders relevant de leur fragment. Alors sur cette base de fragmentation sociétale, et en tenant compte du fait que le régime néocolonial à Yaoundé n'est pas dans une prédisposition de jouer franc jeu lors des élections à venir, et pour cela, il s'est armé d'un organe de gestion pratiquement aux ordres, et ensuite d'un système électoral qu'il refuse de réformer, parce qu'il est, lui, adossé sur un code électoral qui, malheureusement, n'a de nom que l'intitulé qui est écrit. Parce qu'il sait tout sauf un code électoral au regard de la science électorale ambiante aujourd'hui. Et donc, avec un code électoral, donc un arsenal juridique bien organisé pour maintenir le pouvoir, un organe de gestion qui doit appliquer ce code-là, qui lui-même est pratiquement pas éloigné de l'ordre dominant de 82, et l'organe qui prononce le résultat des élections, naturellement, qui est inféodé par des anciens membres, dont lors des missions de leur parti, n'a pas toujours, pour certains, été effective, au moins du point de vue du regard du citoyen que je suis. Donc, dans un tel environnement, c'est un truisme que d'affirmer qu'il est quasi impossible pour une force quelconque, un individu ou un parti politique de prendre le pouvoir entre les mains de ces gens en octobre prochain. Et lorsqu'on arrive à cette conclusion de la fragmentation, il faut mettre sur la table une proposition qui prenne en compte ces réalités et structure une dynamique de victoire en tenant compte de ces éléments-là. D'où la nouvelle offre que nous mettons sur la table, qui s'appelle une solution collective, qui s'appuie sur une solution collective, appelée solution 1+24, la solution 25, elle-même structurée autour d'un pacte citoyen. Voilà pourquoi, voilà ce qu'on met sur la table aujourd'hui, voilà pourquoi elle peut être une solution pour fédérer les dynamiques qui sont de part et d'autre. Alors, un pacte citoyen, on vous opposerait, naturellement, la question de savoir qu'est-ce qui change, puisqu'il y a eu une offre avant celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le contenu de celle-ci? Bon, il faut peut-être préciser quelle offre avant celle-là. Vous parlez de l'offre orange? Il y a eu plusieurs offres, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De toutes les façons, la question c'est qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette offre, la nouvelle? Elle apporte son originalité. Il faut ici indiquer que le diagnostic que nous faisons aujourd'hui est quasiment le même diagnostic que nous avions fait avec le cardinal Toumi, co-auteur de l'offre orange pour l'alternance, et que nous avons fait en 2008. Donc les éléments sont presque les mêmes, sauf que la nouveauté est que M. Biya a pris environ 15 ans supplémentaires, dont il est plus que vieux, excusez-moi l'expression. Et le deuxième élément, c'est que les fragmentations sont assumées par les différents acteurs. Ça, c'est une autre réalité qui n'était pas le cas en 2008. Donc, les différents éléments de fragmentation sont quasiment assumés. C'est-à-dire que les gens se revendiquent de leur communauté, de leur région, et ainsi de suite, pour essayer d'aller à la confrontation politique. Ce qui n'était pas le cas avant. Et sur cette base-là, nous avons ce que nous avons mis en 2008 pour aujourd'hui traduire ça en une nouvelle offre citoyenne qui est le pacte citoyen. Il faut noter que depuis 2008, effectivement, beaucoup d'initiatives ont eu lieu. Cette nouvelle offre prend en compte aussi un travail fondamental que nous avons réalisé avec d'autres acteurs, notamment des participants, dans le cadre qu'on appelle le G7+1, et qui a produit le pacte républicain que nous avons publié, que nous avons aussi été lui d'essayer il y a un certain nombre d'années, et malheureusement qui a été torpillé par un certain nombre d'acteurs, mais qui n'était pas adossé sur la solution 27 ou la solution 22, non, pas du tout. La différence est que nous montrons comment, en se mettant ensemble, on peut avoir un élément qui nous permet de prendre le pouvoir. Nous recuisons la solution individuelle et nous mettons sur la table la solution collective. Par le passé, on n'a pas mis l'accent sur la solution collective. Nous estimons que le Cameroun, en l'état, n'a pas besoin d'un nouveau messie qui va aller
et essayer de mettre en œuvre son propre programme. Nous estimons que les fondamentaux d'un État, d'une république véritablement d'essence endogène, n'existent pas au Cameroun. C'est ça qui produit tout ce qu'on est en train de voir comme méfait dans une société, voilà, pourtant, qui est habitée de citoyens dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Nous estimons donc à une solution extraordinaire, à un problème extraordinaire, il faut une solution spécifique extraordinaire. Nous pensons que collectivement, les gens peuvent solliciter le suffrage des citoyens. Et dans ce collectivement, il y a un qui va légalement assumer les conditions de candidature, mais il y a 24 autres personnes qui sont déjà connues par le public, par l'opinion, comme étant ceux qui vont gouverner pendant la transition avec le 1. Parce que nous partons du postulat sur lequel le niveau de décrépitude de la société camerounaise ne nous permet pas de donner un chèque en blanc à quiconque, quel qu'il soit. Parce que même à moi, Hider Kamga, si vous me donnez un chèque en blanc dans cette période, avec tout ce que je vois, je suis tenté de pouvoir en faire un mauvais usage. Il faut donc qu'on soit capable de contrôler la transition. Parce que pour nous, il faut une période de transition. Il faut une période de transition au cours de laquelle on va construire le nouveau Cameroun, c'est-à-dire la troisième république que nous envisageons. Et pour ce faire, ça n'est pas l'œuvre d'un individu, ça doit être l'œuvre d'un collectif. Donc la différence, pour revenir à votre question, c'est sur le changement de paradigme. Bien que ce soit toujours une transition, ce sera une transition gérée par un collectif avec des rôles bien définis qui prennent en compte et qui valorisent les fragmentations dans leur neutralisation. Parce qu'on doit être capable de dire, si sur des bases ethniques, des gens estiment que c'est leur tour, il faut que dans les 24, ils se retrouvent. Pour qu'ils comprennent que la construction de la Troisième République, ils sont impliqués à l'intérieur. Il faut que si les gens dans leur région mélangent 3 régions ensemble et disent ces régions-là ont été marginalisées et désormais ils sont structurés autour de 10 millions, il faut qu'ils se reconnaissent dans l'équipe des 25, soit le 1, soit le 24. Parce qu'ils sont à l'intérieur. Il faut que si on estime qu'une guerre dans le Nozo a fait 10 000 morts, 15 000 morts, avec presque 1 million de déplacés internes, et qu'il faut mettre un terme, si les anglophones ne peuvent pas être le 1, qu'ils sachent qu'ils sont représentés sans dynamique de reconstruction d'un nouveau pays. Et on peut donc, dans ces conditions, présenter un collectif devant un peuple et lui dire, voilà les 25 qui vont en enfer, pour paraphraser un film, 5 pour l'enfer de l'époque, ce sera 25 pour la reconstruction, 1 plus 25. Voilà ce qui change par rapport aux autres éléments. Ça veut dire que le peuple, lui, doit savoir qui va faire quoi pendant la transition. Voilà les 24. Le duo Diomaye Faye et Sonko a été présenté au peuple comme un duo, malgré le fait que la Constitution voulait une personne. Le peuple a élu 2 personnes à la réalité. Même si ce n'est qu'une personne qui était sûre. Mais toute la campagne était menée sur 2 personnes, parce que c'est Sonko qui était attendu et non Diomaye Faye. Donc si on peut présenter 2 à un peuple, on peut aussi présenter 24 et dire, voilà les 24, en lesquels tous les fragments de la société qui sont aujourd'hui pratiquement en conflit vont se retrouver. Voilà la différence. Et le deuxième élément de différence, et pour finir, c'est la commission vérité et réconciliation sur laquelle on va en parler. Alors, justement, l'espace politique aujourd'hui est constitué de beaucoup de regroupements. On peut parler de l'APC, on peut parler de l'ATP, on parle de plus en plus de l'Union pour le changement. Pourquoi une nouvelle offre, alors que toutes ces offres existent déjà dans l'espace? Je ne veux pas questionner les initiatives antérieures. Vous savez bien que sur ces initiatives, il y a eu un débat public qui m'a opposé à des promoteurs d'une des initiatives où on a estimé que j'en faisais partie. Simplement, je ne faisais pas partie. Je voudrais qu'on retienne que c'est en 2008 que nous produisons ceci, le cardinal Toumi et moi-même, et d'autres Camerounais, qui est une offre qui n'a pour seul fondement que la transition. On ne parle pas d'autre chose que la transition. Vous ne pouvez pas en 2024 créer des dynamiques de transition, m'associer et dans votre démarche ne pas citer l'existant sur la base duquel on peut partir. Il y a beaucoup d'autres existants, mais nous avons une existence structurée sur ces 270 pages. Et donc, cette offre est ce que nous avons mis sur la table en 2000. Maintenant, d'autres ont mis des choses sur la table. Et ne venez pas nous dire qu'on est obligé de suivre. Ça, c'est 2000.
9 par la suite. 11. Oui, c'est la suite de l'offre. Pour montrer qu'est-ce qui était à l'intérieur et qu'est-ce que nous proposions. Il lui était indiqué, ne serait-ce que pour des questions d'honnêteté intellectuelle, ou alors de cohérence de la démarche scientifique, de citer l'existant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a sur la table au moment où nous présentons des offres de transition politique? Alors, nous avons donc une offre achevée qui est susceptible de correction qu'on a mis sur la table. Les gens sont venus nous solliciter. On a dit on n'est pas très intéressés parce qu'on ne voit pas ce que vous apportez de nouveau par rapport à ce qui avait été fait. Nous travaillons à ce moment-là sur les offres. La deuxième offre à laquelle vous faites allusion est la négation d'une dynamique de la problématique à partir de laquelle nous structurons notre offre. Parce que nous partons de l'hypothèse sur laquelle toute ambition, vous voyez le titre ici, c'est notre légitime ambition pour le pouvoir, la nouvelle génération s'engage. Notre légitime ambition. Parce qu'on estime que tout acteur politique, tout leader qui a quand même de l'emprise sur la société, que ce soit un leader de la société civile, religieux ou traditionnel, légitimement a une ambition légitime de prendre le pouvoir. Donc maintenant, qu'il soit populaire ou moins populaire au moment M qu'on parle, on ne peut pas faire semblant de l'ignorer. Donc lorsque vous créez une dynamique de convergence en disant « Ok, je suis devant, tout le monde me suit », vous touchez à l'orgueil des autres leaders. Et ça crée par lui-même des éléments réfractaires ou alors de distanciation, même de ceux qui auraient été prédisposés à suivre. Alors, donc, de ce point de vue, nous avons estimé que toutes ces offres étaient nécessaires, mais peut-être, de notre point de vue, il fallait autre chose. Pas parce que nous disons qu'il faut les jeter à la poubelle, non, pas du tout. Non, nous disons simplement qu'il y a, de notre point de vue, quelques éléments qu'il faille prendre en compte si tant est qu'on veut vraiment une dynamique collective. Et le premier élément, peut-être pas l'égalité des acteurs, il faut un certain respect de l'ensemble des acteurs sur la scène. Vous vous souvenez que même si un acteur politique ne représente qu'une commune, vous devez le considérer. Lorsque le Cameroun a, par exemple, la seule fois où il a fallu avoir un véritable parlement, il a fallu qu'un gars avec 6 députés simplement puisse peser de tout son poids pour inverser la tendance à la réalité. Parce qu'il n'avait que 6 députés. Donc si on avait construit une dynamique en disant « Oh, il n'a que 6, on le met de côté », justement, c'est comme ça que certains ont réfléchi. Et on a laissé ce député-là à la charge du pouvoir qui les a récupérés et a consolidé une majorité. Donc il faut prendre en compte tous les leaders, y compris même les plus petits, parce que souvent l'élection, quand c'est serré, se joue à 100 voix. Et les 100 voix peut être les voix de celui que vous avez estimé qu'il était négligeable. Que c'est la personne, elle était la plus négligeable. Donc de ce point de vue, nous partons de l'hypothèse qu'il faut respecter l'ensemble des acteurs et essayer de taire nos égos d'une manière, et créer un cadre dans lequel chacun trouve son compte. Voilà pourquoi l'offre que nous mettons sur la table, la solution 25, qui est une solution de convergence, une solution collective, se distingue des autres offres. C'est en cela qu'elle se distingue. Elle se distingue aussi parce que nous croyons que tout le monde doit participer à la gestion de la transition. Et c'est pour ça que le Conseil supérieur des citoyens, qui est de 24 membres, a des rôles bien précis pendant la transition. Le président de transition, dans notre offre, n'aura que pour seule mission, c'est-à-dire le 1, parce que nous disons solution 25, c'est 1 plus 24. Le président de transition a pour mission de gérer le pays pendant la transition. Que veut dire gérer le pays? Nommer son premier ministre et nommer un gouvernement qui va gérer tous les ministères que vous connaissez. Donc c'est lui qui s'occupe de ça. Mais il ne s'occupe de rien en ce qui concerne la dynamique d'audit du Cameroun et la dynamique de construction des nouvelles institutions qui vont permettre la naissance de la Troisième République. Et nous donnons déjà un mandat précis à ce Conseil supérieur des citoyens. Qui va faire quoi? La même chose que nous avons dit en 2008. Il y aura d'abord une commission nationale d'audit. Et cette commission nationale d'audit est assortie de 7 comités d'audit. Il faut auditer les contrats internationaux, les accords internationaux, les contrats passés entre l'État du Cameroun, tous les contrats passés avec les institutions multinationales, tout ça doit être audité. Il faut auditer nos comptes. Donc, toutes ces structures d'audit sont gérées par une commission nationale d'audit. Et ça, c'est sous la responsabilité des 24 et pas du 1. Il n'est pas concerné. Ensuite, nous avons une commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation que nous estimons être au cœur du dispositif de transition que nous mettons en place et permet
de gérer la fracture aujourd'hui réelle qui existe dans la société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'écart, le fossé entre les victimes et les bourreaux est très grand. Entre l'oppresseur et les opprimés est très grand. Entre l'ordre gouvernant de Yaoundé et le peuple qui subit est trop grand. Or, nous ne pensons pas que le Cameroun post-transition va être un Cameroun d'une faction de vainqueurs sur des vaincus. Nous pensons que c'est un Cameroun qui va compter sur l'ensemble de son. Ça veut dire que des gens dans des contextes précis, comme disait le cardinal Toumi, même des prêtres sont devenus des corrompus. Parce que le système les a menés à être des corrompus. Il faut donner donc un élément, il faut donner un cadre où ils peuvent demander pardon, se repentir et garantir qu'ils ne recommenceront pas. Et c'est ça la commission Vérité et Réconciliation. Parce qu'elle s'adosse sur 3 piliers. 1. Le bourreau vient reconnaître ses crimes devant les victimes. Ensuite, il demande pardon. Et la société donne la justice aux victimes. Et la victime, maintenant, peut accepter le pardon. Et maintenant, tendre la main pour que la réconciliation permette au pays de redémarrer. Parce qu'on ne doit pas gouverner un pays de vainqueurs sur des vaincus. C'est ça qui est la commission Vérité. Et ça va être géré par les 24. Parmi les 24. Et il faut aussi noter que le 3e élément important, c'est que le contrat de tolérance qui va être lancé dans le cadre de cette opération est géré aussi par les 24. C'est quoi le contrat de tolérance? Le contrat de tolérance, qui est l'un des piliers de la commission Vérité et Réconciliation, permet que le voleur d'hier, qui a volé dans les caisses de l'État, peut venir devant la commission Vérité et Réconciliation, d'abord reconnaître son vol, et il signe le contrat que j'ai géré 10 milliards, j'ai peut-être laissé distraire 8 milliards, les 2 milliards sont entrés dans tel immeuble, il y a 500 millions dans un compte, je transfère ce fonds à l'État du Cameroun, et on lui laisse gérer l'immeuble qui a construit à 3 milliards, à 2 milliards, pendant les 3 ans de transition. La moitié des revenus vont à l'État et la moitié des revenus lui reviennent. Pourquoi? Pour permettre que les effets collatéraux de son vol n'agissent pas sur d'autres Camerounais. Pourquoi je le dis? J'ai mes enfants, certains de mes enfants à l'étranger. Ils vivent de mes revenus. Pas beaucoup. Alors il faut pas... Et ils sont avec des enfants, des voleurs ici, entre guillemets. L'enfant là n'a pas demandé à l'être dans cette famille. Il ne faudrait pas que le jour où vous arrêtez tout, vous dites on a arrêté tout, il n'a plus de ressources, ce Camerounais va devenir un vendeur de drogue aux États-Unis. Parce qu'il n'a pas appris à faire la plonge que j'ai fait en Europe pour faire mes études. Il a appris à attendre chaque fin du mois qu'on envoie de l'argent. Mais il n'a pas demandé à être là. Donc il faut donner la possibilité à ce jeune Camerounais de ne pas payer le lourd tribut de son père. Et c'est pour ça qu'on donne ces 3 ans. Alors l'argent qu'on va ainsi récupérer dans le cadre de ce contrat de tolérance, nous avons évalué en 2008 à près de 4200 milliards. Aujourd'hui, on l'évalue à près de 6000 milliards de francs à récupérer immédiatement dans le cadre du contrat de tolérance. Parce qu'on aura mis en place un dispositif de réconciliation nationale. Et ces 6000 milliards sont suffisants pour permettre au Cameroun de renaître et d'être un pays émergent dans 5 ans ou dans 10 ans si on a des gens ont des bons projets de société. Voilà à peu près. Et ça, c'est pas le président de transition qui le gère. C'est ça la différence. C'est qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont mises en place dans la transition, mais qui sont gérées par les 24 et non par le président de transition. Et là, ça m'amène à la dernière articulation. Tout cet argent fait quoi? Le tiers de cet argent est affecté dans ce qu'on appelle le programme des rectifications citoyennes. Tout ça, c'est conjoncturel, voyez-vous. Qu'est-ce qu'on appelle rectification citoyenne? C'est-à-dire que depuis les luttes des indépendances jusqu'à une date très récente, des Camerounais se sont engagés à lutter pour que le pays change. Ont été tués, ont laissé des familles, ont été victimes des choses, des handicapés et consorts. Il faut rectifier cela. Ce fonds permet d'indemniser toutes ces personnes-là, y compris ceux pendant les indépendances, y compris ceux pendant les années de Brest, y compris ceux de 2008, y compris ceux qui comptent jusqu'à maintenant. On aura le fonds pour le faire. Et donc, et ça, c'est les 24 qui le font. Voilà la différence, messieurs, chers amis. Voilà ce qui fait la différence entre le programme transition que nous mettons sur la table et tous les autres programmes ambiants. Et la clé, je chute par là, la clé, dans les autres offres, il n'y a pas de clé. La clé ici, c'est que le 1 ne doit pas avoir la capacité de faire même bas sur la transition.
Et comment ça se passe? Ça veut dire que pendant qu'il nomme le gouvernement, il doit savoir que les forces de sécurité et défense ne sont pas sous son autorité unique. C'est une cogestion entre le 1 et les 25. Il ne pourra pas affecter les hommes aux fonctions militaires, aux fonctions de police. Il ne pourra pas faire des élévations de grade. Il ne pourra pas... non, il n'y a pas de manipulation sur ces forces-là qui n'ait pas eu l'approbation des 24. C'est la clé de la transition pour ne pas permettre qu'un individu utilise la force pour récupérer la transition attendue par le peuple. Et le deuxième élément, c'est que s'il accepte de gérer donc la transition, ça veut dire qu'il accepte aussi qu'il ne sera pas candidat au sortir de la période de transition. Mais il garde cette possibilité pour le mandat qui vient après la période de transition. Voilà quelques éléments qui font la différence. Alors, seulement depuis 1992, on a eu droit, disons-le comme ça, à plusieurs plateformes de l'opposition. De référence mémorielle, c'est l'Union pour le changement. Mais on remarque aussi que tout autour, ça se termine toujours par des dissensions, ça se termine par des dislocations. Quel est le facteur déterminant que vous comptez mettre en branle pour réunir, pour approcher toutes ces tendances, toutes ces différentes tendances et taire les égos? Parce que justement, c'est ces égos qui apportent souvent ces dissensions et ces dislocations. D'abord, je voudrais faire une précision. Je crois que dans plusieurs domaines, j'ai des choses à apprendre. Je suis un apprenant dans beaucoup de domaines de la société. Mais il y a un autre domaine sur lequel je voudrais que les gens apprennent de moi. Vous posez la problématique des dynamiques de transition au Cameroun. J'ai quand même le privilège, dans le Cameroun post-90, d'avoir connu les différentes dynamiques de transition et d'avoir été un acteur principal, malgré mon tout jeune âge, de la seule dynamique collective qui a abouti à un résultat direct gagnant. J'étais un acteur principal parce que c'est moi qui étais le patron de la cellule de communication Lyon pour le changement en 1992. Cette posture transcendantale, je l'ai cédée au professeur Charlie Gabriel Mbok, qui en a piloté cette cellule pendant que j'en étais le rapporteur général jusqu'à l'élection. Sur cette base, je suis bien fondé pour vous dire ce qui s'est passé en 92 pour conduire à la victoire. Effectivement, l'un des éléments clés de cette opération de 1992, c'est justement qu'après 92, on a oublié ce qui a structuré la victoire de 92. On a oublié que la question en 92, ce n'était pas de chercher l'homme providentiel, c'était d'abord de s'accorder, sur ce qu'on voulait faire dans une transition, puisque c'est une transition, en 92 on disait 2 ans, mais c'est aussi s'accorder sur qui devait faire quoi. Donc dans le cas de l'Union pour le changement, il y avait pratiquement une repartition des rôles sur ce qu'on fait pendant la transition. Parce que les éléments clés de la transition, c'était la conférence nationale souveraine et la mise en place de nouvelles institutions. C'était ça qui était au cœur du projet de transition. Le projet de transition n'a jamais été un projet de société en 92. Donc on s'est accordé là-dessus avant de procéder au choix. Et il faut noter que quand les mouvements commencent en 91, c'est pas Foundi qui est le leader de l'opposition, vous le savez très bien. Lorsqu'on conduit les villes mortes à l'époque, c'est pas Foundi, il n'est pas le leader de l'opposition. Des gens plus populaires que lui, il indiqua à quoi, en leur temps avant de tomber dans une autre dynamique qu'on ne va pas questionner ici, ou encore les Samuel et Bois, ont gardé le leadership de jusqu'à ce que Foundi ne reprenne, pour un certain nombre de raisons. Il a été choisi donc, nous savions qui devait être le Premier ministre, tout ceci était bien calibré, et donc on ne venait pas choisir un homme confidentiel, on choisissait quelqu'un qui porte un projet collectif, avec un collectif qui va gérer le pays. C'était ça. Et malheureusement, quand vous regardez ce qui s'est passé en 2004, en 2011, et 2018, je ne veux pas revenir là-dessus, c'était pas ça. Les gens ont cherché un leader. D'une dynamique. Et non d'une dynamique. Et on a voulu vendre le leader au peuple. Et ça échoue toujours. Aujourd'hui, nous voulons que le peuple ait un contrat avec ceux qui veulent gérer. C'est pour ça qu'on parle du pacte citoyen. La solution 25 est adossée à un pacte citoyen, qui est ce qu'on va faire. Quel est le pacte que ceux-là signent avec le peuple? C'est ça la différence. Alors maintenant, 2018, on n'a pas pu le faire, bien entendu.
J'ai fait des démarches avec, je tire un chapeau ici à la prédisposition qu'a eu le professeur Kanto, par exemple, en 2018, avec qui j'ai eu des échanges sur une dynamique collective, et il était très prédisposé. Malheureusement, un certain nombre d'éléments sont entrés en jeu. Je vais tirer un chapeau pour Ahmed Mouna, qui, à l'époque, justement, on a eu des entretiens sur le modèle transition. Ça peut peut-être pas marché. Peut-être que si, et puis les autres leaders aussi que j'ai rencontrés, on n'a pas le temps de citer tout ce monde, mais simplement en 2018 aussi, les gens n'ont pas souhaité une dynamique collective véritable. Les gens n'ont pas pensé que c'était collectivement qu'on pouvait l'être. Très souvent, on a pensé, la plupart des leaders ont pensé que malgré la situation exceptionnelle du Cameroun, on pouvait gérer le pays, on pouvait prendre son mandat, exécuter une transition pendant le mandat de 7 ans. Ce qui pour moi est une aberration. À une situation exceptionnelle, il faut une mesure exceptionnelle. On ne peut pas aujourd'hui présupposer qu'il faut 7 ans pour que le peuple voit ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de 7 ans. On a besoin de maximum 3 ans et à la limite peut-être 4 ans. Et il faut que le peuple comprenne que c'est un électrochoc qui le remobilise. Il y a un électrochoc parce que la durée est courte, parce qu'on va nous-mêmes abréger le mandat qu'on a donné à quelqu'un. Un électrochoc parce qu'il y a un contrat qui est passé avec le peuple. Et un électrochoc parce qu'on dit au peuple que c'est au stade omnisport qu'on va signer, qu'on va prêter serment. Et que ce même jour, celui qui était le 1 signera 2 ordonnances, le premier instituant le Conseil supérieur citoyen, et que Ségard et le deuxième décret va nommer ses membres qui ont déjà été choisis, et tous au stade prêteront serment et sortiront du stade étant déjà tous des institutions en place, avec l'impossibilité, avec l'inamobilité consacrée dès 24. C'est très important de le dire. Donc voilà ce qui fait la différence avec les offres de convergence ambiante. Mais voyez-vous, je ne veux pas dire que je ne me fais pas d'illusions, je souhaite simplement que le sursaut national habite la plupart des leaders. Parce que je sais aussi que il y a des leaders prédisposés positivement, mais qui malheureusement pour certains sont entourés d'un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas une vision stratégique et globale de la société qui leur permettrait d'avoir un détachement nécessaire pour saisir au bon cette offre qui est impersonnelle. C'est pas l'offre de Kamga, c'est une offre pour adresser l'impossibilité individuelle de prendre le pouvoir en octobre prochain. Si on ne saisit pas cette occasion, on ne pourra pas. Et je serai là au rendez-vous si on n'a pas, ça peut marcher au rendez-vous de novembre pour qu'on puisse évaluer effectivement ce que je suis en train de dire. Je serai au rendez-vous de novembre pour qu'on puisse évaluer. Je l'ai dit à d'autres personnes en 2018, 10 jours avant l'élection, j'ai décrit ce qui devait se passer. Je ne veux pas revenir sur les détails parce que ça va créer des polémiques inutiles, mais c'est sur la base de l'analyse claire du système électoral que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et toutes choses égales par ailleurs, les mêmes éléments de 2018 sont en place aujourd'hui. Et donc, on peut présupposer, on peut subodorer que on risque d'avoir un bis repetita de 2018. Pour la simple raison, première, il y a un ensemble de raisons, mais je profite quand même pour votre média pour vous dire quand même que la première raison, c'est le fichier électoral. Vous savez, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur le droit électoral. Et l'un des ouvrages qui a été le plus commenté en Afrique, c'était les techniques de fraude électorale, sur lesquelles nous sommes aujourd'hui à la 4e édition, qui est en chantier, la 4e édition est en chantier. Et dans les techniques, nous avons 52 techniques de fraude électorale aujourd'hui. 52. Et je peux vous dire que la fraude par la manipulation du fichier électoral représente 35% des types de fraude existants. Ça, c'est très important. Or, aujourd'hui, l'évolution entre le fichier que nous avions en 2018 et celui de 2025 ne nous permet pas de présupposer, d'anticiper et de penser qu'on peut avoir 500 000 électeurs nouveaux qui sont contre l'ordre de 82. C'est ça le problème. Or, pour inverser la tendance, il est important d'avoir 3 millions de nouveaux inscrits. Au moins, avec environ 2 millions qui soient de tendance du changement. Si vous ne le faites pas, le fichier ambiant garantit déjà à M. Biapol et à l'ordre de 92, non, environ 3,5 millions de nombre de personnes qui lui sont consacrées. Ça, c'est une analyse qui est faite sur les différents fichiers électoraux depuis les élections de 2007. Donc, je suis là 2007, 2002, 2007, 2011, 2004, 2011, 2020, 2018, 2020.
Donc, vous avez une répétition de ces 3,5 millions qui reviennent. J'ai dit de nom d'électeurs. Je n'ai pas dit d'électeurs forcément. Les deux ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que c'est la même chose? Je n'en sais rien, mais je vous dis de nom d'électeurs. Donc, pour inverser la tendance, vous êtes obligé d'avoir au moins 3 millions de nouveaux inscrits. Avec au moins les 4/5 qui soient de tendance au changement. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas gagner. Par rapport au fichier ambiant. Donc, sur cette base, il faut inverser les paradigmes et reprendre le problème ailleurs. Et c'est pour ça que la fédération des forces est indispensable. Ce que vous ne pouvez pas faire dans la région du centre, un autre peut le faire, compléter avec ce que vous avez pu faire dans la région du littoral. C'est ça, la fédération des forces, qui va fédérer les ressources, fédérer les énergies, fédérer les... complémentarité. Exactement. Alors, quelle est la place puisqu'on parle beaucoup de dynamique transitionnelle, on suppose qu'une dynamique transitionnelle, d'ailleurs vous l'avez bien dit, c'est on ramène tout le monde, soit ceux qui sont en face. Quelle est justement la place du RDPC et de ceux qui constituent aujourd'hui la majorité présidentielle dans la dynamique que vous présentez aujourd'hui? Vous savez, j'ai le privilège d'être comme certains, très souvent dans mes relations, lorsqu'on a, à mon âge, j'en ai plus de 50 aujourd'hui, mais que vous avez consacré 30 dans la lutte, vous avez forcément des amis qui ont pris ceux qui en ont mis. Donc, il y en a que je connais beaucoup dans le landerneau politique camerounais. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux à ne pas se sentir comptables de ce qui se passe. Certains sont même compris, oui, mais je les appelle des lâches. Vous êtes lâches à la limite. Vous êtes lâches. Alors, mais est-ce que parce qu'ils sont lâches, ils cessent d'être des Camerounais? Non. Ça veut dire qu'il faut une offre inclusive. Il faut trouver le moyen de permettre à ceux qui sont capables de comprendre qu'un autre Cameroun est possible, d'avoir l'occasion de se repentir. Parce que, messieurs, l'une des raisons de la confiscation permanente du pouvoir est la question de survie et même de vie d'un certain nombre de dirigeants. Lorsque la question de pouvoir est pensée en termes de vie ou de survie, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais si je laisse le pouvoir? Ça veut dire que, au regard des crimes que j'ai commis, ma première destination, ce sera peut-être la prison. Au pire, peut-être je serai sur un poteau parce qu'on m'aura condamné à mort. Lorsque la problématique est posée en ces termes-là, il va de soi, et c'est légitime de mon point de vue, même si c'est cynique de le dire, il va de soi que vous êtes tenté de dire, tant qu'à faire, quand il y a encore une possibilité de maintenir le statu quo, on va le maintenir. C'est pour ça que certains disent, exagèrent en disant, même la photo de M. Biya sera déclarée élu en 2025. C'est certains qui le disent. Mais bon, peut-être que ça peut être vrai, mais j'espère qu'il aura quand même 7 minutes de campagne comme il a fait quand même en 2018. Mais bon. Donc, quand ça se pose en termes de survie et de vie, on peut comprendre, sans valider, la posture de certains responsables du RDPC. Et c'est pour ça que nous disons, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur. Parce que nous avons prévu un mécanisme dans la transition qui vous permettrait d'être en sécurité. En vous demandant simplement de faire ce qui est naturel. La plupart sont chrétiens, ils remplissent des églises tous les jours et tous les dimanches. Ils savent ce qu'on appelle la repentance. Il suffit de reconnaître vos crimes et de demander pardon, c'est fini. Ça veut dire que les cadres, les hiérarques du RDPC, à quelque niveau que ce soit, ont leur place dans la dynamique transitionnelle pour peu qu'ils s'engagent. De quelque manière que ce soit. Parce qu'en fait, ce que nous suggérons, c'est quoi? C'est le pouvoir transactionnel. Si vous postulez la fragmentation sociétale actuelle, ça veut dire que on estime qu'il faut créer une transaction. Il faut des transactions, il faut négocier sur on perd quoi, on gagne quoi. Les uns et les autres viennent avec leurs desiderata légitimes. On dit, ok, on a compris, on perd quoi, on gagne quoi, quelle notre garantie, nous envoyons qui pour nous représenter dans cette... C'est un pouvoir transactionnel qui est mis en place. Et dans cette transaction, ceux du RDPC qui acceptent de se repentir ne sont pas exclus. C'est pour ça que nous avons une oreille très attentive de ceux qui nous écrivent, qui nous contactent, avec qui nous avons eu des discussions qui sont du RDPC à des niveaux que vous ne pouvez pas vous imaginer.
et qui estime que l'offre, c'est quand même une solution salvatrice pour le Cameroun. Tel que ça avait été pensé pour ce qui est de la commission de réconciliation par le cardinal Toumi, c'était la solution. Vous parlez beaucoup du RDPC, on ne vous entend pas parler de ce qui constitue la majorité présidentielle. Vous les assimilez forcément au RDPC? Vous voyez souvent trop de différences. J'ai de la peine d'avoir beaucoup de différences dans tout... Au plan légal, c'est des partis... Oui, non, nous sommes au plan légal, mais vous savez aussi, le plan légal au Cameroun, on se lève le matin, on crée des partis politiques sans même avoir le dossier en main, mais il y a des actes de légalisation. Après, on légalise par la suite, j'en ai des éléments. Donc ça, c'est pas la question. On crée donc de la légalité à un certain nombre de choses qui n'avaient pas. Hein. Donc, non, il n'y a pas de souci, je peux arrêter, on entretient. Alors, donc, je vais arrêter cette affaire. Ok, pour vous permettre d'avancer. La majorité présidentielle, on peut faire? Allons-y. La majorité présidentielle, vous avez dit, c'est les partis politiques qui ont leur égalité. C'est l'ADD, oui, mais ils sont tous solidaires du système. Et je crois que c'est plutôt des excroissances du RDPC, qu'on a mis de part et d'autre. Donc je les assimile. Donc tous sont attendus dans la dynamique transitionnelle. Parce que quoi? Parce que nous croyons même que l'une des structures que nous proposons dans l'offre actuellement sur la table, l'une des structures que nous proposons, c'est le Haut Conseil national de transition. Une sorte d'organe de régulation institutionnelle qui va pouvoir réguler entre les institutions que nous mettons en place. Et dans ce Haut Conseil de transition, M. Biya Paul, que nous souhaitons être encore en vie, est attendu comme un des membres du Haut Conseil de transition, parce que, comme beaucoup d'autres autorités traditionnelles, un ancien chef d'État, il a sa place à faire, parce qu'en fait, notre offre est fondée sur la réconciliation. Il faut être capable de réconcilier ce peuple, parce que certains diront, vous êtes très clément. Je puis dire à ceux qui me parlent dans ces termes que Hilaire Kanga aujourd'hui est très différent de celui qu'il y avait il y a 15 ans et 20 ans. J'étais plus émotif. Je n'ai pas cette posture de prédisposition à la conciliation, pour une simple raison. Parce que j'ai vécu dans ma chair les atrocités de ce système. Comme je l'ai rappelé dans plusieurs médias, j'ai connu la BMA Douala, Ambopi. J'ai connu le CNR ici. J'ai été torturé pendant des jours. Les séquelles sont encore sur mes jambes aujourd'hui. Sur tous mes jambes, vous avez les séquelles de cette torture. J'ai subi énormément. J'ai porté des camarades qui finalement se sont retrouvés morts par dizaines. C'est nous qui avions amené la commission Mbala, qui finalement a déclaré zéro mort. Zéro mort, qui finalement est devenu le nom très célèbre des ministres du gouvernement. Et vous savez pourquoi la commission a été mise en place? Parce que nous disions à l'époque, nos camarades ont été tués par balle. Et nous avions les preuves. Jusque maintenant où je vous parle, j'ai pris la peine, avec d'autres camarades qui sont encore là aujourd'hui, la plupart à l'extérieur, de publier à l'époque, dans SOS News, une édition spéciale où nous disions « Voici les tués par balle du régime Biya ». Nous avons assumé cela. Donc nous avons coordonné l'exfiltration de près de 130 jeunes qui étaient placés sur les listes noires de M. Fauchevet de l'époque et qui étaient attendus pour mourir, pour être tués. Et donc, nous avons donc connu les pires atrocités de ce système. Mais simplement, 2025, je suis dans une autre prédisposition. Et ça, je peux dire, deux personnes m'ont façonné sur ce pardon. Le cardinal Toumi et l'archevêque Ouking, qui était un de mes parrains. Il faut toujours savoir donner une autre chance et pardonner, même à vos bourreaux. Et les Camerounais doivent être dans cette prédisposition du pardon. Parce que personne ne doit aller vivre au Tchad ou en Australie. Tout le monde doit vivre ici. Et si on crée une société, une république des vainqueurs,
ça va entretenir la rancœur permanente et personne ne sera en sécurité chez lui. Parce que celui sur qui vous allez vous venger, ses enfants aussi vont se préparer pour venir se venger. Et ça, on sera dans une spirale de vengeance, vengeance après vengeance, et on n'aura aucune société qui puisse se construire de cette manière. Il faut donner une chance à la réconciliation nationale, une chance à la commission vérité, réconciliation, et c'est ça qui est différent. Donc, c'est pour ça, je conclus sur la réponse à votre question par là, c'est pour ça qu'il est indispensable de tendre la main, y compris à ceux qui sont au pouvoir, mais qu'ils soient prédisposés à demander pardon et à payer le prix des souffrances qu'ils ont fait connaître aux Camerounais. Vous vous adressez beaucoup plus à ceux qui sont au pouvoir. Le constat aujourd'hui, c'est que sur la scène médiatique, sur la scène virtuelle, c'est le discours le moins attendu. Est-ce que vous avez parlé à ceux-là qui ont tendance à attiser la flamme dans les médias sociaux? D'abord, voyez-vous, je fais partie des personnes très souvent ciblées, même dans les médias et les réseaux sociaux. Il y en a qui me trouvent même des qualités des tribalistes et autres, qui me disent de je ne sais pas quoi encore. Tous les noms d'oiseaux, on me sert souvent pour certaines personnes que je décide de ne pas considérer. Et donc, il y a une véritable responsabilité de la part des dirigeants politiques, y compris de l'opposition aujourd'hui. C'est à eux de monter au créneau pour demander à ceux qui se revendiquent d'eux de savoir tenir un discours de tempérance, de tolérance et de pardon. On ne peut pas cultiver la prise de pouvoir dans une perspective de haine. Ça n'est pas réceptif. Et donc, de ce point de vue, même le clivage sociétal dans lequel on est aujourd'hui est aussi de la responsabilité d'un certain nombre de dirigeants politiques camerounais. Pas parce qu'ils ont initié, parce que c'est le pouvoir qui l'a initié, mais il a trouvé du relais, du relais conscient ou inconscient dans le landerneau politique national, y compris des forces de changement. Et ça, c'est dommage. Et certains ont écrit pour dire qu'ils ne se reconnaîtraient pas dans ce que certains militants disent, parce que voilà, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre la peine de sanctionner et communiquer sur les sanctions qui ont été données sur des gens qui, se revendiquant de vous, posent des actes aussi négatifs dans la société, aussi conflictuels dans la société. Il faut être capable de montrer qu'on a sanctionné, qu'on est attentif à ce besoin de paix que les Camerounais ont, qu'on est attentif à cette situation que vivent ceux qui sont ainsi vilipendés, gratuitement vilipendés, et très souvent en votre nom. C'est très dangereux, c'est pas simple. Il ne faut pas seulement dire non, je condamne, c'est pas suffisant. Parce que si quelqu'un se revendique d'Hilaire Kanga et pose un acte délictueux, je vais dire, ce gars, je l'ai censuré de telle manière, il ne peut plus désormais parler en mon nom parce que je l'ai exclu ou alors je l'ai censuré de telle manière. Ça, c'est plus audible que simplement une palissade qui est donnée. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup de conflits et beaucoup de discours de haine aujourd'hui dans le landerneau politique camerounais est entretenu et accepté par certains acteurs. Je sais aussi que certains acteurs prennent des actes, mais ce n'est pas suffisant. On doit aller plus loin. Et moi, avec mes amis, nous sommes en mouvement aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé dans le Thé citoyen, dès ce jour, beaucoup d'acteurs politiques reçoivent nos lettres d'invitation pas à rejoindre une telle dynamique, à avoir une attention particulière à cette dynamique. Parce que je demande à personne de rejoindre quoi que ce soit. Je veux seulement qu'on soit ouvert à une telle dynamique et qu'on apprécie notre possibilité d'asseoir une solution gagnante que nous appelons la solution 25. Et donc, les uns et les autres vont recevoir, que ce soit les candidats qui déjà déclarés, ceux qui vont se déclarer par la suite, mais qui sont leaders politiques. Il est possible d'apporter des contributions aussi? Bien entendu, puisqu'aucune œuvre n'est achevée. C'est une œuvre humaine qui peut avoir ses limites. Ceux qui l'ont pensé à un moment donné. Et par rapport à des éléments factuels, conjoncturels et structurels. Maintenant, il peut y avoir d'autres éléments qui ont échappé aux concepteurs et dont leur pertinence exige qu'on puisse améliorer l'offre. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons fait le Thé citoyen de présentation le jeudi
3 avril. Je peux vous dire que le jeudi 2 avril, les documents ont été modifiés. Simplement parce que un acteur de changement qui a reçu le document avant, comme beaucoup d'autres, nous appelle des États-Unis, quelqu'un que vous connaissez, je ne vais pas citer son nom, parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire, mais que c'est un leader aux États-Unis que vous connaissez, qui est très présent sur les questions de changement et occupe une grande fonction à l'international. Il m'appelle, il me dit, mais je pense que si au lieu des 22, on mettait 25, ce serait l'idéal, parce que 25, c'est l'année de cette élection, et on ne perd rien en mettant 24 personnes à la place 21, parce que l'offre, c'est la solution 22 initialement. Et bien entendu, j'ai communiqué dans le groupe stratégique que voilà une proposition qui est faite par tel, le docteur. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? On a eu 16 propositions, 16 avis favorables sur 4 avis défavorables. La majorité l'a gagné. Immédiatement, on a appelé l'imprimerie pour dire modifier, mettez 25. Pour vous dire quelle prédisposition on a, parce qu'on ne pense pas avoir un modèle achevé. On pense avoir un modèle opérationnel, basé sur des fondamentaux, mais on peut toujours faire varier si tant est que l'intérêt commun, l'intérêt du peuple attendu peut en bénéficier. Mais on ne touche pas à ce que j'appelle l'élément clé, les éléments clés, parce que les éléments clés ici sont immuables. C'est-à-dire, la gestion collective de la transition ne peut pas être changée. C'est pas possible. La sécurisation de transition ne peut pas être changée. C'est des éléments de sécurisation, c'est-à-dire notre contrat avec le peuple. Ça ne peut pas être changé. Mais tous les autres éléments peuvent changer à l'intérieur de la proposition. Oh, les différentes structures des dynamiques pour la transition, pour le changement, selon qu'on les nomme, donnent toujours une place très prépondérante aux partis politiques. Difficilement, on définit clairement le rôle de la société civile. L'offre que vous apportez en ce moment, ceux qui se considèrent comme acteurs de la société civile, quelle est leur place à l'intérieur? Ils peuvent bien se poser cette question. C'est une sphère de partis politiques, de leaders politiques. Les associations, les regroupements en politique ont leur place à l'intérieur, y compris dans les 24 dont vous parlez. D'abord, votre question m'amène à régler de manière définitive une ambiguïté ambiante entretenue par un certain nombre de gens, y compris par vos collègues journalistes. Il a fallu du temps pour essayer de mettre un peu d'ordre. Parce que très souvent, on m'a présenté comme homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas capable de faire la politique. Donc je ne peux pas vous présenter un projet de société. Ça, c'est très important de le dire. Parce que la scène politique est trop compliquée. Pourtant, vous agissez dans le champ politique. Voilà, j'agis dans le champ politique. Je suis un acteur des droits de l'homme. Disait l'article 25 de la déclaration, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international pour les droits civils, l'article 25. Un acteur des droits de l'homme doit travailler aussi pour l'article 25. Le droit de la participation à la gestion de la chose publique, soit en tant qu'électeur, soit en tant que... C'est ça qui est dans la nation. C'est une charte. C'est une convention, un pacte adopté et ratifié par les Nations Unies. Donc tout acteur peut travailler pour cela. Ça vous amène à vous intéresser sur la gestion, la participation des citoyens, la prise de pouvoir pour l'intérêt des citoyens. C'est tout à fait un cadre légal clair. C'est pour ça aussi que les candidatures indépendantes sont autorisées dans les démocraties normales. Les candidatures indépendantes veut dire quoi? Qui ne sont pas issues des partis politiques. Parce qu'on postule que tout citoyen a le droit de le faire, indépendamment du fait qu'il soit dans un parti politique ou pas. Parce qu'on ne peut pas confisquer la dévolution de pouvoir. On ne peut pas laisser que la dévolution de pouvoir soit confisquée par les partis politiques. C'est très important. Et donc ce que je veux régler, c'est de dire que l'Off-Orange n'a jamais été créé pour être un parti politique. Vous avez quand même été candidat en 2018. Oui, parce que je voulais rappeler qu'il est important pour le régime d'introduire les candidatures indépendantes. Si vous lisez les documents que nous avons mis sur le terrain en 2020, 18 à 20, vous comprendrez que nous rappelions bien la place de la société civile et les candidatures indépendantes. Et nous disons qu'il faut créer les conditions pour que les candidatures indépendantes existent. Parce que, voyez-vous, un instituteur dans un village qui rend beaucoup de services à une communauté, un évangéliste qui est là, qui reçoit des gens, qui explique des choses aux gens, un petit agriculteur qui encadre les fermiers dans un village, est plus prédisposé à répondre des intérêts de ce village en tant que maire qu'un gars qui s'amène avec un parti politique pour dire des choses.
Pourquoi on veut qu'ils soient absolument dans un parti politique pour aller défendre les intérêts? C'est pour ça que les candidatures indépendantes sont importantes. Et c'était, comme j'ai dit à vos collègues à l'époque, c'était une candidature pédagogique pour expliquer ce combat que je mène depuis des années sur les candidatures indépendantes. Pourquoi confisquer le leadership local? Pourquoi faire confisquer par les partis politiques? Et donc, c'est une dynamique. Le Front Orange était d'une dynamique de la société civile et d'une dynamique de changement qui alliait les forces de la société civile et les forces politiques. Et nous avons demandé que les partis politiques qu'ils veulent, qu'ils offrent leur label, entre guillemets, leur papier, pour que les candidatures indépendantes existantes puissent se faire candidats dans leur localité, sans pour autant adhérer forcément à leur idéologie. C'était ça l'enjeu. Plusieurs partis politiques, plusieurs dirigeants de partis politiques ont adhéré à la dynamique Orange à l'époque, y compris le parti créé par mon ami, le docteur, désormais professeur Alain Foguet, qui sont partis. Ils étaient 16 partis politiques, 16 dirigeants de partis politiques à intégrer la dynamique Orange, qui n'a jamais été un parti. D'autres ont décidé de se transformer en Orange, le parti politique qui sont transformés mais ça n'a jamais été. Est-ce qu'on peut entrevoir l'idée d'une candidature indépendante? Pour répondre à votre question finalement, l'offre est initiée par des acteurs de la société civile pour porter une dynamique de changement. Et la dynamique de changement se veut inclusive. Et au premier rang de l'inclusion, il y a les partis politiques qui ont l'exclusivité de la production des candidatures pour toutes les élections au Cameroun, sauf pour l'élection présidentielle où cette exclusivité est un peu réduite, avec la possibilité de candidature indépendante soumise à ces conditions très souvent inaccessibles de 300 signatures, dont 30 dans toutes les régions, dans chaque région du Cameroun, et des signatures de personnes qualifiées, bien entendu. La qualification en envoyant ici, soit à l'élection, soit au champ consulaire, et ainsi de suite et autres. Donc, c'est une offre inclusive, initiée par la société civile, engagée, mais qui doit inclure les partis politiques, qui doit inclure les représentants du corps religieux, du clergé, quel qu'il soit, des syndicats, quels qu'ils soient, des autorités traditionnelles. Parce que nous avons consulté un certain nombre d'autorités traditionnelles. Vous savez que moi, je suis un prince, d'abord, d'une communauté que vous connaissez très très bien. On a consulté un certain nombre de chefs traditionnels, un certain nombre de leaders religieux. Et maintenant, nous sommes à la phase des partis politiques et des leaders politiques engagés. Donc, c'est une offre fondamentale inclusive. Et donc, si dans le cadre de ces négociations, je prends un exemple, M. Guiba Gatama, qui représente les 10 millions de nordistes et dont la correspondance va parvenir demain, si dans le cadre de la transaction attendue, il est choisi pour être présider par exemple le conseil de 24, au nom de quoi il ne le ferait pas? Au nom du fait qu'il n'est pas parti politique? Pas du tout. Si M. Ludovic Lado, qui n'a pas de parti politique, qui ne se revendique d'aucune organisation, mais qui a un certain ancrage, une prédisposition à défendre les intérêts des citoyens, qui est connu et s'il est proposé pour être parmi les 24, quel est le problème qui va se poser? Si M. Kamto est choisi pour être le 1, qu'est-ce qui devait se poser là-dessus? Donc, ainsi de suite. Donc, c'est une offre qui doit se vouloir inclusive. Et qui, dans le cadre de la transaction, la négociation, des transactions qu'on va mener, doit tenir compte de tous ces paradigmes-là, tous ces paramètres-là, pour pouvoir asseoir un maillage, une construction, une architecture qui répond aux desiderata d'un pays fragmenté comme celui du Cameroun aujourd'hui. Alors, docteur Lekanga, nous engageons dans la chute de cet entretien. Il y a une question qui se pose quand même au sein de l'opinion. Quelles sont les constituantes de votre dynamique en ce moment? De qui est-ce qu'elle est constituée? Les gens on voit Ile Kanga, qui d'autre? Voyez-vous, j'ai voulu éviter ce débat, comme je l'ai dit l'autre jour en conférence. C'est pour ça que j'ai reproché d'ailleurs à mes collègues qui ont organisé le titre d'avoir mis la formule table et non la formule d'une chaise. Je n'ai pas voulu qu'il y ait une polémique. J'ai voulu qu'on sente que Ile Kanga, qui est le serviteur pour un groupe, se met là. Je n'ai pas voulu aligner des gens. Parce que dès l'instant, l'expérience compte. Dès l'instant où vous allez aligner 3 personnes, on questionne. C'est tel par rapport au tel, ainsi de suite. Je préfère que toutes ces flèches soient données sur moi. Et comme ça va être, comme je ne suis plus réceptif des flèches,
qu'on s'occupe donc du projet et non de moi. Moi, ma petite personne présentait une opération. Il y a beaucoup de gens derrière, il y a beaucoup d'organisations et de structures derrière. Je vous ai parlé des gens qui ont appelé pratiquement le 2 à minuit, donc je ne vais pas les citer, ce n'est pas important. Parce que nous voulons que les gens s'approprient de l'offre et non question qui apporte l'offre. Parce que j'ai mes ambitions comme tous les autres citoyens. Je peux être le 1, je peux être parmi les 24, je peux ne pas l'être, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de dire, on a apporté un modèle qui peut-être a prospéré. Et ce modèle n'était pas le modèle de Kamga, c'était le modèle qu'il fallait à ce moment-là, indépendamment de qui le porte. Donc je ne vais pas répondre à cette question-là. Et au fur et à mesure qu'on va se déployer, ceux qui voudront se présenter au titre de la solution 25 le feront et personne ne sortira pour dire au nom de quoi vous le faites. Alors, vous revenez d'un voyage des États-Unis. On imagine que vous n'avez pas pris l'avion pour aller vous faire quelques photos et revenir. Quel est l'objet de ce séjour? Vous savez, les États-Unis, j'en ai l'habitude. Je suis citoyen d'honneur, hein, donc il faut pas. C'est pas certains m'ont taxé de tout. J'assume tout ce que je fais. Donc, et M. Tchungui, Anzé, qui avait dit à l'époque que j'étais un agent de la CIA, il a fait toute une conférence pour le dire à votre collègue au Hilton. Je ne nie pas que j'ai une certaine proximité avec les États-Unis d'Amérique, si vous voulez dire, si ça vous intéresse. Mais simplement. Ça intéresse le monde d'ailleurs. Mais ce qui est important ici, c'est de dire que la petite expérience que nous avons nous exige de nous que pour lancer des opérations de cette nature, on doit tenir compte d'un certain nombre de forces. Comme nous l'avions fait en 2007 et 2008, il a fallu d'abord rencontrer les gens au clergé, les chefs traditionnels, rencontrer certains syndicalistes locaux, certains collègues de la société civile camerounaise, certains leaders qui comptent au niveau local. Mais aussi, on sait que pour arriver à un changement véritable dans un pays bloqué pendant 60 ans comme le nôtre, il faut une bonne harmonie entre les forces endogènes et les forces exogènes. Les forces endogènes, c'est ces forces intérieures, et les forces exogènes qui sont à l'extérieur. Le Cameroun est appartient à plusieurs engagements internationaux. Et beaucoup de pays font du business au Cameroun. Et beaucoup de pays ont intérêt à ce que dans le Golfe de Guinée, qu'il y ait une stabilité. Et cette stabilité aussi, du Golfe de Guinée, dépend aussi de la stabilité dans les pays comme le Cameroun, le Gabon et autres. C'est pour ça qu'il fallait aussi que je puisse engager, comme en 2008, ces rencontres au niveau, ces tournées internationales, pour rencontrer quelques éléments de la diaspora camerounaise et rencontrer des porteurs de décision et des cabinets de consultation, de lobbying qui existent, avec lesquels on va travailler pour faire passer notre message dans les lieux de décision, à New York, à Washington, à Paris, à Londres, et y compris en Suisse, y compris à Berne, en Suisse. Pourquoi là? Parce que nous n'avons pas oublié l'opération GovCD. Une partie de notre argent est en Suisse, et c'est avec les autorités fédérales helvétiques qu'on doit discuter de ces questions-là. Et donc, il faut se rassurer que ce qu'on met sur la table est compris, non seulement au niveau endogène, mais par ceux qui comptent au niveau international et qui peuvent impacter la décision. J'étais aux Nations Unies, vous le savez très bien. J'étais à Washington, ensuite à Paris. À Washington. J'étais dans un certain nombre d'institutions à Washington. Et donc, nous parlons du Cameroun et de l'enjeu de la stabilité post-2025. Et c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et nous expliquons la sincérité de notre contribution à cette stabilité. Et les bien fondés de cet apport que nous mettons sur la table, dans un désintérêt total, bien entendu. Donc c'était à ce titre-là, nous allons continuer à prendre ce bâton de pèlerin pour essayer d'aller là où on nous invite pour parler de ce modèle qui peut sauver le Cameroun. Sauver de quoi? Sauver de l'instabilité qui est tendue. Parce qu'ici, en fait, nous appelons les Camerounais à construire la masse critique électorale. Vous savez que il y a quelques mois, nous avons lancé les 15 millions de soldats électoraux. Donc, ils sont en train de se constituer, les soldats électoraux. Je ne vais pas vous donner des chiffres aujourd'hui, mais notez que les 10 régions sont déjà concernées par des soldats électoraux. C'est des Camerounais engagés qui décident qu'ils vont aller s'inscrire, qui vont voter et qui vont défendre leur vote. Ça veut dire qu'on peut construire la masse critique électorale, capable de défendre le vote. Mais il faudrait que cette masse critique électorale locale soit capable de se convertir en masse critique électorale nationale, capable
donc de se muer aussi en masse critique citoyenne, nécessaire pour une mobilisation, créant le rapport de force entre ceux qui veulent bloquer l'alternance et ceux qui veulent l'alternance. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela que je vais lancer un appel, à un moment donné, à nos forces de sécurité et de défense, de savoir raison garder. Voilà. Parce que je sais qu'ils sont des gens, pour beaucoup, très brillants, parce que j'ai participé à la formation d'un certain nombre, et c'est qu'il y a beaucoup de droits de l'homiste. Mais il faut que cette dynamique droit de l'homiste au sein des forces de sécurité et de défense irrigue l'ensemble de la société pour que tous ceux qui portent l'arme comprennent qu'ils le portent au nom des citoyens et non au nom d'un clan. Alors, sortons par là. Vous militez pour la structuration d'une dynamique inclusive. Mais au sein de chaque dynamique, il y a un socle. Quelle est la structure, quelle est la composition rêvée ou requise pour la constitution du socle, la plateforme que vous vendez aujourd'hui? Quels sont les acteurs? Si on pose la question de manière plus prosaïque, lorsque vous regardez l'environnement sociopolitique, quels sont les acteurs de référence que vous rêvez avoir au sein de cette plateforme? Non, la question est simple. Nous allons, c'est une très bonne question, et ça mène à mettre chacun devant ses responsabilités. Et comme je l'ai promis, lors du thé citoyen, nous serons là pour rendre compte des étapes au fur et à mesure au peuple. Personne ne peut être sérieux s'il ne pense pas d'abord à certains candidats crédibles qui sont déclarés. Nous attendons que le professeur Camto du MRC, par exemple, comprenne l'enjeu de cette dynamique et lui donne sa place. Rien ne l'empêche d'être le 1. Nous attendons que Cabral Libi, qui est sur le terrain et qui fait un travail extraordinaire, qu'il comprenne l'importance de cette solution collective. Et je sais que de plus en plus, il continue de prôner une dynamique collective. Et donc, qu'il comprenne que ça peut être une solution et qu'ensemble nous y allons. Les anglophones sont obligés de se reconnaître dans certaines personnes. Nous attendons que des gens comme Maître Akeremouna, comme Arbo Bala de la société civile, ces gens qui comprennent les enjeux de cette opération et se joignent pour qu'on puisse faire. Il y a des leaders d'opinion qui comptent et qui parlent, qui sont là et qui ont une emprise. Ludovic Lado, vous savez, des jeunes politiciens dont les idées sont assez structurées, comme Valère Bessala qui a été là, cette réunion que nous avons tenue ensemble. Nous avons certains responsables du clergé qui sont attendus. Nous avons une dame extrêmement brillante au Cameroun qui fait un travail extraordinaire et dont la prédisposition au changement, à la collectivisation, a toujours été réelle, même quand son mari était la présidente Tomaïnou, l'honorable Tomaïnou d'Amdouya. On l'attend dans cette dynamique. Nous attendons Edith Kawala, même si elle estime que par l'élection, rien ne peut arriver peut-être. Je sais que elle estime que par l'élection, ça ne peut pas arriver parce que, comme moi, elle a une vue holistique de la société camerounaise et elle connaît le jeu des acteurs, les prédispositions des uns et des autres. Donc, elle peut donner une chance à une telle offre. Et puis, ça marche à la réalité. Et ils sont nombreux, les acteurs. Nous savons que les autorités traditionnelles vont pouvoir donner une chance à ça. Je ne doute pas un seul instant que, au moins sur la commission Vérité et Réconciliation, que mon propre parent, le roi Sokudju, puisse accorder son importance à une telle dynamique, comme d'autres rois, comme peut-être d'autres Lamido qu'on va rencontrer, auxquels on va présenter l'offre, qui est une offre salvatrice pour le Cameroun. Nous savons que dans le système aussi, il y a un certain nombre d'acteurs que je ne vais pas citer, qui ont de leur prédisposition, au nom de quoi ils ne vont pas nous retrouver. Donc nous comptons sur ces gens-là, et la plupart vont recevoir nos lettres d'information et de sollicitation dès ce jour. En fait, sont déjà en train de recevoir pour certains. Et comme vous pouvez le savoir, nous attendons que ceux qui ont des noms de personnes importantes et influentes dans certaines communautés, qui nous les communiquent pour que nous essayons de les voir s'impliquer dans cette dynamique. Qu'est-ce que vous attendez du président Biya dans cette dynamique? Voyez-vous, le président Biya, Paul, est la clé soit de l'enfer, soit du paradis futur. Il est la clé de l'enfer s'il refuse de considérer qu'il doit se reposer.
Et cette offre permet qu'il trouve en cela aussi une occasion de dire pourquoi pas créer les conditions pour une transition structurée de cette manière qui sécurise tout le monde. Il peut saisir la balle aussi. Pas pour nous inviter, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes clairs sur ce qu'on a envie de faire. On veut voir le régime néo-colonial débalayer. M. Biya-Paul peut donner une chance à cela, en étant celui qui s'entend que le pays ne fonctionne plus. Accorde une chance à une offre salvatrice. Donc M. Biya peut jouer un rôle. Clé de l'enfer ou clé du paradis. S'il décide s'entêter d'être candidat, et de faire arracher la victoire, même s'il y a une dynamique collective, le pays sera en guerre, sûrement. Je suis convaincu que le pays ne va pas... Il y aura des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il en aura l'entière responsabilité. Il est un citoyen comme les autres, il a le droit d'être candidat. Mais pour lui-même, il a peut-être intérêt à se reposer. Dr Kanga, merci d'avoir accordé cette interview aux médias en ligne, Panorama Papers, ça il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est effectivement un site d'information qui existe depuis un certain nombre d'années, mais nous avons décidé, ça c'est à l'indication pour ceux qui regardent cette interview, nous avons décidé de s'ouvrir aux médias audiovisuels en ce moment. Donc, à vous qui nous écoutez en ce moment, ne manquez pas de faire un tour tout le temps sur Panorama Papers. En ce moment, je pense que vous voyez au bas de l'écran les adresses électroniques qui vous permettent de rejoindre notre plateforme. Donc, merci Dr Kanga pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien que vous avez accordé et que vous nous avez permis d'avoir. Et puis, j'ose espérer que les Camerounais vont prendre connaissance de tout ce qu'on s'est dit et on va davantage expliquer par la suite. Et que cette opportunité de changement par les urnes et dans la paix va être effectivement saisie par les acteurs politiques du Cameroun. Je vous remercie.